Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et surtout bienvenue à bord. Europe 1, 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, l'examen du projet de loi de finances se poursuit à l'Assemblée. La taxation sur l'héritage cristallise les tensions. À quoi faut-il s'attendre ? Europe 1 vous dit tout. Au lendemain de la découverte du corps de la jeune Lina à 500 km de chez elle, le choc et l'émotion dans son village du Bas-Rhin. L'actualité, c'est aussi cette scène de Far West dans un bus à Marseille où les narcotrafiquants osent tout pour régler leurs comptes. Et puis... ils ont vendu 25 millions de disques. Chico et les Gypsy Kings sont de retour. Un disque et une tournée dans les églises. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi ? Eh bien, l'Ardèche, le Rhône, la Haute-Loire et la Loire sont placés en vigilance rouge en raison des fortes pluies et des risques de crues. 20 départements du Sud sont en vigilance orange. Les températures iront de 17 à 20 degrés en général, jusqu'à 26 degrés en Corse. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. 5 mois seulement après l'adoption du pacte sur l'immigration et alors que l'Italie externalise désormais la gestion de ses migrants vers l'Albanie, les leaders européens sont réunis à un sommet à Bruxelles en présence d'Emmanuel Macron. Un sommet que vous suivez pour Europe 1, Arthur Delaborde. L'Union européenne est prête à durcir le ton sur l'immigration. Effectivement, l'heure est au durcissement de cette politique migratoire un peu partout en Europe, à la faveur de la montée des conservateurs. De plus en plus d'États prennent des initiatives unilatérales. Dernier exemple en date, la Pologne qui refuse désormais d'accepter les demandes d'asile sur son territoire. Un mouvement accéléré ces dernières semaines par l'Allemagne qui a décidé de réinstaurer des contrôles à ses frontières. Problème, il n'y a pas de réelle coordination à l'échelle du continent. C'est pourquoi la présidente de la Commission européenne vient de mettre des pistes qu'elle qualifie d'innovantes sur la table, en particulier pour assurer des procédures d'expulsion plus efficaces. Ursula von der Leyen va même jusqu'à ouvrir la voie à une révision de la directive dite Retour. De quoi satisfaire le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui veut modifier ce texte qui l'empêche de réinstaurer un délit de séjour irrégulier. Reste à savoir si Emmanuel Macron, lui, est prêt à accompagner ce virage répressif au niveau européen. Pour le moment, le chef de l'État ne dévoile pas clairement son jeu. Son entourage indique simplement qu'il faut qu'une discussion ordonnée entre les 27 se tienne cet après-midi ici à Bruxelles sur l'ensemble des sujets liés à l'immigration. Arthur Delaborde, en direct de Bruxelles pour Europe 1. Et plus près de chez nous, à l'Assemblée, l'examen du budget se poursuit. Une commission des finances qui auditionnera prochainement Bruno Le Maire sur le dérapage des finances publiques. L'ancien ministre de l'économie jure qu'il dira sa vérité. En attendant, l'augmentation des impôts pour les foyers les plus aisés a été adoptée. Elle devait être exceptionnelle. Elle est pérennisée. Et autre sujet sensible, les droits de succession. Barthélémy Philippe, le sujet divise véritablement la classe politique. Il y a le NFP qui recycle une mesure phare de Jean-Luc Mélenchon, taxer à 100% toutes les successions au-delà de 12 millions d'euros. De l'autre côté de l'hémicycle, le groupe droite républicaine veut au contraire baisser la fiscalité de l'héritage, comme l'explique la députée de l'Orne, Véronique Louwagie. Il y a deux mesures qui consistent à faire évoluer l'abattement sur les successions en ligne directe, qui aujourd'hui est de 100 000 euros, de le faire remonter à 150 000 euros et de réduire également les délais au cours duquel on peut organiser des donations de 15 ans à 10 ans. La gauche réclame des hausses d'impôts, la droite des baisses. Les deux forces politiques campent sur leur position traditionnelle et ce faisant, elles négligent la crise budgétaire, estime le député macroniste Daniel Labaronne. Dans le moment budgétaire que nous vivons, il ne faut pas toucher aux droits de succession. On ne peut pas aggraver le déficit public, faire courir le risque d'une baisse de recettes fiscales à l'État. De son côté, le RN est favorable à des baisses d'impôts sur l'héritage, mais le groupe de Marine Le Pen estime que le timing n'est pas le bon pour porter ce combat. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. 13h04, terrible dénouement au lendemain de la découverte du corps de la jeune Lina dans un cours d'eau à 500 km de chez elle. Plus d'un an après sa disparition, la détresse de ses parents est immense. Et Mélina Fachin, dans son village du Bas-Rhin à Plaine, l'émotion est encore très forte aujourd'hui. Oui, ce matin, c'est un peu tout le village de Plaine qui est en deuil. Sur la petite place centrale, la maire de la commune, Patricia Simoni, fait part de son émotion. Comme beaucoup de gens, je pense, dans un petit coin de ma tête, j'espérais qu'on la retrouve quand même vivante. Moi, je pense vraiment beaucoup à la famille qui doit maintenant faire son deuil. C'est Plaine, c'est la commune, tout le monde se connaît, donc c'est sûr que
Ça restera gravé dans l'histoire de Plaine. Mais on comprendra jamais pourquoi c'est arrivé ici. Le hasard fait mal les choses des fois. Car effectivement, malgré la découverte du corps de Lina, beaucoup de questions se posent encore. François, un habitant du coin, aimerait connaître la vérité. Ce que je regrette beaucoup, moi, c'est que l'homme-là qui l'a kidnappée se soit suicidé. Est-ce qu'il la connaissait ? C'est bizarre qu'elle soit retrouvée morte dans le cours d'eau là. On a envie d'en savoir plus pour que ce soit vraiment fermé, classé. C'est ce que les parents souhaitent aussi, à mon avis. Une expertise médico-légale est en cours pour tenter de déterminer les causes de la mort de Lina. Les avocats de la famille de la jeune fille et le procureur de Strasbourg attendent les résultats avant de s'exprimer. Mélina Fachin à Plaine dans le Bas-Rhin pour Europe 1. Marseille, plus que jamais sous l'emprise des narcotrafiquants avec une scène digne du Far West. Ça se passe dans le quartier de la Caillole. Le quotidien des riverains est rythmé dans ce quartier par le trafic, des dealers. Mais samedi, un nouveau cap a été franchi. Un homme armé a forcé un bus à s'arrêter. Écoutez le récit de Nina Pavant, la correspondante Europe 1 à Marseille. Samedi, en fin d'après-midi, un homme armé à scooter se met en travers de la route d'un bus. Il cherche 2 jeunes hommes présents à bord. Ces 2 passagers se couchent et crient au chauffeur « Démarre, démarre !» Le conducteur, lui, qui fait preuve d'un immense sang-froid, verrouille les portes. Pied au plancher, il esquive l'homme armé et réussit à faire demi-tour. Dans le quartier, c'est l'Omerta. Une seule habitante a accepté de parler à notre micro. Les gens, ils étaient terrorisés, ils ont demandé au bus de faire le tour. La France, de toute façon, il n'y a pas qu'ici, c'est devenu le Far West. Une peur qui gagne aussi les conducteurs de bus. Régulièrement, ils doivent zigzaguer entre les barrages routiers mis en place par les dealers, comme en témoigne Laurent, chauffeur sur cette ligne depuis 15 ans. Au quotidien, quand on arrive à la Caillole, c'est vrai que maintenant, on regarde à droite et à gauche ce qui peut nous arriver. Je me suis mis à la place du chauffeur, oui, je me suis dit, ça aurait pu être moi. Si les 2 jeunes à l'intérieur aussi étaient également armés, ça aurait pu partir en fusillade, oui. La préfecture de police et la régie des transports évoquent de leur côté un incident isolé, bien loin de ce que nous ont dit les habitants de ce quartier. Et cette ligne de bus n'est pas la seule concernée par cette insécurité, comme nous l'ont confié plusieurs chauffeurs. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. 13h07 sur Europe 1. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite avec ces inondations. 4 départements en vigilance rouge, des trains annulés, des routes coupées. Europe 1 fait le point complet sur ces fortes crues. Et puis les Gypsy Kings sont de retour, une tournée inédite dans les églises. On vous en parle, à tout de suite. 13h-14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 13h-14h. Europe 1 13h. 13h09 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud et l'actualité de ce jeudi 17 octobre. Céline, c'est aussi ces crues et ces pluies torrentielles. 4 départements sont placés en vigilance rouge. L'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant européen en Rhône-Alpes. La circulation des trains est désormais interrompue entre Saint-Étienne et Lyon. Oui, depuis le milieu de la matinée, les trains ne circulent plus effectivement entre Saint-Étienne et Lyon, et sans doute pour toute la journée. C'est trop dangereux. Le gros point noir se situe en fait dans la vallée du Gier, au sud de Lyon, au niveau de Givors. La rivière a complètement débordé, elle a même inondé l'autoroute A47 qui relie donc Lyon et Saint-Étienne, ce qui fait que l'axe a été coupé il y a 2 heures, et il va le rester sans doute pour un bon moment, car la pluie qui tombe depuis cette nuit continue de plus belle. Des trompes d'eau depuis plusieurs heures, pluie orageuse, avec beaucoup d'impact de foudre également, dans le Rhône donc, avec près de 100 interventions de pompiers depuis ce matin, mais aussi dans la Loire, en Haute-Loire et en Ardèche. En Ardèche, notamment à Annonay, où le centre-ville est sous les eaux, explique Clément Chapelle, porte-parole de la cellule de crise de la ville. La situation là, elle est plutôt assez catastrophique, puisqu'on a l'ensemble du centre-ville qui est complètement immergé d'eau. On a pris des décisions assez fortes, c'était de verrouiller le centre-ville, de fermer l'ensemble des commerces, de faire évacuer l'ensemble des établissements scolaires et les crèches. On l'a fait à temps, il était -1, notamment pour les commerces qui sont situés en rez-de-chaussée et qui là, à l'heure où on se parle, sont submergés. Là, j'ai les véhicules devant moi où je ne vois ni les capots ni les portières. Donc il y a un niveau d'eau qui est quand même assez conséquent, assez intense. Alors, situation très préoccupante donc. Certains enfants ont été recueillis et mis en sécurité dans un gymnase en attendant que leurs parents puissent venir les chercher. Mais pour l'heure, en Ardèche comme ailleurs, l'inquiétude c'est que ces pluies ne faiblissent pas et qu'on annonce d'autres épisodes orageux pour la fin de journée. Merci Jean-Luc Boujon pour Europe 1 et un point complet évidemment sur la météo avec vous Géraldine Amont à la fin de ce journal. 13h11, vous l'avez peut-être remarqué vous aussi dans la rue, de l'impatience, de la violence, des incivilités et une colère démultipliée sur la route. La mort de ce cycliste de 27 ans mardi soir est choquante, écrasé par un SUV après une altercation avec son conducteur. Une cohabitation entre voitures et vélos de plus en plus compliquée, surtout dans la capitale, Wilfried de Villers.
Jean-Philippe prend son vélo chaque jour pour aller au travail. Il est excédé par le manque de vigilance et les incivilités de certains automobilistes. Le problème, c'est que c'est la guerre. Exemple concret, j'étais dans la piste cyclable et là, il y a une voiture qui était garée. Impossible de passer. Je lui fais une réflexion comme quoi il est mal garé. C'était un VTC, on a failli se battre. Je lui ai dit, mais tu n'as rien à faire là. Là, il m'a insulté tout de suite, espèce de connard de vélo. On connaît l'histoire, mais toujours pareil. Au coin d'une rue, 2 cyclistes grillent un feu à vive allure face à une voiture qui freine net. Brahim assiste à la scène au volant de sa berline. Sans tout permis. Ni de stop, ni de feu rouge, ni de priorité à droite, ni rien du tout. Il faut juste qu'ils respectent le code de la route, c'est tout. Il y a des policiers qui doivent faire leur taf, comme nous font des amendes toute la journée, qu'ils fassent la même chose aussi au vélo. Difficile de se partager la route sans animosité, constate Célia. Invective, violence verbale ou physique, quand elle circule à vélo, elle assiste quotidiennement à des accrochages. Il y a une crispation des deux côtés, il y en a un qui s'énerve, du coup l'autre s'énerve encore plus. Ça m'étonne pas que parfois il y a des gens qui pètent un peu des plombs, que ce soit à vélo ou en voiture. La jeune femme redouble d'attention sur la route depuis la mort de Paul, ce cycliste renversé mardi par un automobiliste. 13h12 sur Europe 1. Des salariés de l'usine Stellantis de Douvrin dans le Pas-de-Calais vont aller manifester aujourd'hui au Salon de l'Auto, porte de Versailles. Cette usine assemble les 3 derniers moteurs thermiques et hybrides du groupe. Et forcément, avec la transition vers le tout électrique, les 700 employés se sentent condamnés. Le reportage de Lionel Gougelot. Le déclin est inéluctable et le site pratiquement condamné. Avec 130 000 moteurs en prévision l'an prochain, la production sera divisée par 3 par rapport à cette année. Alors Eric, 40 ans d'ancienneté, ne se fait plus beaucoup d'illusions. Vu des productions qu'on nous annonce, vu la transition énergétique avec l'électrique, on sait très bien que Carlos Tavares a acté pour la fermeture du site de Douvrin. Des moteurs thermiques ou hybrides condamnés pour cause de transition vers l'électrique, c'est faux, répond Régis Schenaerts, délégué CGT, puisque, dit-il, nos moteurs seront fabriqués ailleurs. C'est un mensonge de faire croire que justement la transition énergétique est imposée par les politiciens et donc les moteurs vont disparaître. Les moteurs que nous fabriquons sont transférés en Hongrie, en Lorraine, ils vont faire tourner les camarades à plein pot pour fabriquer le petit diesel. C'est un gros mensonge pour justement nous faire croire qu'on n'a pas le choix. Reste la colère et le sentiment d'être sacrifié sur l'autel de la transition énergétique. La fin du thermique en Europe, c'est 2035. Nous, on estime qu'on a encore du boulot au minimum jusqu'à 2035. Faute de quoi, disent ses salariés, Stellantis devra payer pour compenser la casse de l'emploi. Lionel Gougelot, le correspondant européen dans les Hauts-de-France. Ils ont vendu 25 millions de disques à travers le monde. Vous les avez reconnus, Chico et les Gypsy Kings reviennent, Céline. Oui, un disque, une tournée dans les églises et un livre. Les mémoires du fondateur des Gypsy Kings, Chico, paraît aujourd'hui. Cela s'appelle Chico sous les étoiles. Et vous avez aimé ça, Marie Jiquel ? Et oui, Céline, à chaque chapitre, une histoire rocambolesque. Chico mêle sa vie personnelle, son frère assassiné par erreur par le Mossad, son adoption par la communauté gitane et son amitié avec Brigitte Bardot. Mais Chico raconte aussi les coulisses de l'incroyable trajectoire des Gypsy Kings, groupe sur lequel aucun producteur de musique ne misait. Et pourtant, ils furent les premiers Français à décrocher un disque d'or aux États-Unis et devinrent les chouchous des stars du monde entier, comme Chico le raconte. Quand on a fait nos premiers concerts à Londres, on a eu des mots de Lady Di qui nous envoie un message s'excusant de ne pas être là. Eric Clapton qui vient nous remercier à la fin en disant vous êtes des guitaristes incroyables. On ne l'avait même pas reconnu. La vérité, on ne savait même pas qui c'était quand il est venu nous voir. Après 30 ans de brouille, Chico et les Gypsies se reforment sous ce nom pour un album et une tournée. Ils se redisouissent symboliquement devant l'autel puisqu'ils se produisent dans des églises au programme des chants de Noël et des chants sacrés. C'est vrai que cette année, parce qu'il y avait ce côté un peu spirituel, on a repris des chansons Alléluia ou Ave Maria, enfin, mais vraiment on y a vraiment mis un cœur incroyable parce que c'est les églises, c'est Dieu, c'est la foi, c'est tout ce que j'aime. Une tournée insolite qui débute le 1er novembre à Annecy. Merci Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe 1. Et à 13h15, comme chaque jour, un point sur les marchés avec vous Didier Hameau de Boursier.com. Une forte hausse aujourd'hui. Oui, c'est Joby Joba à la Bourse de Paris, plus 1,2%, ça grimpe, 7580 points en attendant le verdict de la Banque Centrale Européenne qui devrait de nouveau baisser ses taux directeurs de 0,25 points cet après-midi. Ce serait la 3e baisse des taux depuis l'été en Europe, un mouvement permis grâce au retour au calme qui se confirme du côté de l'inflation qui est retombée sous les
les 2% en zone euro. Quelques grandes valeurs industrielles en particulier en profitent. On a Airbus, plus 3,5%. On a Schneider, plus 2,5%. Publicis aussi gagne 2% sur la barre des 100 euros. Ailleurs, ça monte partout. Francfort, plus 0,8%. Bruxelles, plus 0,4%. Le CAC 40, plus 1,2%. 7580 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. Et avec vous, Géraldine Hamon, comme promis, maintenant un point sur la météo. Pluie, orage, inondation. Et oui, vous le disiez, l'Ardèche, le Rhône, la Haute-Loire et la Loire sont placés en vigilance rouge. Vigilance orange pour orage et puis inondation dans une large partie du sud, puisque les pluies orageuses très marquées sur les Cévennes se poursuivent. Ces pluies apportent des cumuls significatifs. De fortes averses orageuses sont prévues aussi sur l'est de la Provence. Prudence, car l'eau va monter en très peu de temps. Les pluies sont aussi abondantes sur le sud-ouest du Massif central, du nord de l'Occitanie au Limousin, et de violents orages vont se déclencher vers le Languedoc-Roussillon avec de la grêle possible. Dans le sud-ouest, les cumuls de pluie sur les Pyrénées-Atlantiques et la côte sud aquitaine pourraient aussi bien arroser la région, et sur la moitié nord, le temps est aussi pluvieux. Seule l'Alsace et le massif du Jura d'un côté, la Bretagne et le Cotentin conservent un temps plus sec. Pour les températures, il fera 17 degrés à Cherbourg, 18 degrés à Brest, 19 degrés à Nantes, 20 à Paris et Lille, 21 à Nice, 22 à Lyon, 23 à Marseille, jusqu'à 24 degrés à Perpignan. Et demain, ce sera encore pluvieux sur la majorité des régions. Les températures vont commencer à baisser. Merci Géraldine Hamon pour toutes ces précisions. On reste ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, l'actualité décryptée avec Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Le narcotrafic gagne tous les territoires et impacte le quotidien des riverains à Marseille et à Lyon. On va en parler. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.